Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, en République démocratique du Congo, le Sénat lève l'immunité parlementaire de Joseph Kabila et autorise des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État. Il est accusé par son successeur Félix Tshisekedi de soutenir les rebelles de l'AFC M23. La correspondance à Kinshasa à suivre. Londres reconnaît officiellement la pleine souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Un traité a été signé virtuellement ce jeudi entre Port-Louis et Londres. Le Premier ministre mauricien salue une grande victoire. Enfin, direction le désert mauritanien à la rencontre des méharistes. Ces cavaliers du désert perchés sur leur dromadaire jouent un rôle central dans le domaine sécuritaire tout en tissant des liens avec les communautés nomades vivant dans le désert. Le reportage en fin d'édition. Je le disais en titre, c'est une première en République démocratique du Congo. Le Sénat a levé l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. L'ancien président est accusé de soutenir l'AFC M23, groupe rebelle qui a pris le contrôle de vastes pans de territoire dans l'est du pays. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa. 8 voix pour, c'est-à-dire la majorité. Les sénateurs ont autorisé la levée des immunités parlementaires du sénateur Joseph Kabila. Le Sénat a donc jugé crédible et fondé la demande de l'auditeur général des forces armées congolaises. Il accuse l'ancien président Joseph Kabila d'être complice de l'AFC M23 de trahison, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors pour étayer ces accusations, l'auditeur général s'appuie notamment sur l'audition d'un témoin, Eric Kumba, ancien conseiller de Corneille Nangaa, qui a affirmé avoir été témoin d'un entretien téléphonique entre Joseph Kabila et Corneille Nangaa au sujet d'un projet de renversement des institutions. Alors de son côté, le parti de l'ancien président remet en cause la procédure. Il estime que pour que la levée des immunités parlementaires soit effective, elle doit être votée par le Congrès, c'est-à-dire le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale. On en vient à cet accord qualifié d'historique signé ce jeudi par le Royaume-Uni pour rétrocéder à l'île Maurice l'archipel des Chagos. L'accord met fin à un litige vieux d'un demi-siècle lors de l'indépendance de Maurice en 1968. Londres décide de garder le contrôle de cet archipel et installe une base militaire stratégique. Les explications de notre correspondant à Port-Louis, Abdullah Erali. C'est un contentieux vieux de 56 ans qui se referme. Maurice et le Royaume-Uni ont signé un traité virtuel par lequel Londres reconnaît la pleine souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia où se trouve la base militaire américaine. Cet accord, approuvé par Washington, permet aux États-Unis et au Royaume-Uni de maintenir la base militaire pour une durée de 99 ans et dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu dans l'Indo-Pacifique. En échange, selon le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, Londres s'engage à verser à Maurice près de 200 millions d'euros par an pendant 28 ans. Port-Louis salue une victoire historique, une reconnaissance, je cite, sans ambiguïté ni compromis de la souveraineté mauricienne. Port-Louis affirme aussi que les Chagossiens expulsés de leurs terres dans les années 60 et 70 pourront enfin retourner sur leur terre natale, mais sans donner cependant de calendrier précis. Maurice n'a jamais exigé la fermeture de la base de Diego Garcia, une base ultra stratégique pour les États-Unis. Le gouvernement mauricien prépare désormais une déclaration solennelle pour affirmer notamment que la décolonisation de Maurice est enfin achevée. Mercredi, on apprenait le placement en détention de l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra, soupçonné par la justice d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs à Mandakao dans le sud du pays. Les avocats de Succès Masra dénoncent une procédure tronquée à cause du principal élément incriminé, un audio de 2023 dans lequel il appelle certaines populations du sud du pays à l'autodéfense. Ce jeudi, le gouvernement tchadien a répondu en affirmant que cet audio serait paru plus récemment et donc serait lié aux violences du 14 mai. Écoutez leur réponse au micro de notre correspondant à N'Djamena, Harold Girard. L'élément, il est nouveau, il est récent. Ça, c'est ce qui est authentifié par les services de police et les services de la justice. C'est un élément nouveau qui ne date pas de 2023. De la part de l'opposition politique, des activistes, des soi-disant opposants, une volonté de diluer ces massacres-là dans l'arrestation de Masra. L'arrestation de Masra n'excuse en aucune façon le fait que des Tchadiens aient été massacrés.
Pourquoi ils ont été massacrés? Qu'est-ce qui a conduit à ces massacres-là? Ce sont là les questions qu'on doit se poser. Cap sur l'Afrique du Sud au lendemain de l'échange musclé entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa. Le calme dont a fait preuve le président sud-africain a été visiblement apprécié dans son pays. Un épisode qui a fait les gros titres de la presse, comme nous l'explique Laurent Berstecher. Regardez. Embuscade ou encore fusillade à la Maison-Blanche. Au lendemain du face-à-face tendu entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa, la presse sud-africaine s'indigne contre l'attitude du président américain. Donald Trump ne dispose d'aucune information sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Il parle de racisme et d'expropriation. C'est tout simplement faux. Parti pour discuter de politique économique avec son homologue américain, Cyril Ramaphosa a passé la majorité de la rencontre à démentir des accusations de génocide blanc en Afrique du Sud. Un piège tendu par Donald Trump, obsédé par la question depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, mais qui n'a pas étonné les combattants pour la liberté économique, parti d'opposition sud-africain, qui affirme que le président américain n'en est pas à son premier coup d'essai. Nous avions prévenu Cyril Ramaphosa que cela risquait d'arriver. L'expérience avec Zelensky nous a bien montré que Trump n'a aucune intention d'écouter les faits, ni de défendre nos intérêts. Malgré l'avalanche d'accusations et de provocations, de nombreux Sud-Africains ont salué l'impassibilité et le sang-froid du président Ramaphosa et de sa délégation. C'était une mascarade, une façon d'apaiser la scène internationale. Mais je pense que notre pays a bien réagi et a su présenter les faits. Un constat partagé par Cyril Ramaphosa lui-même, qui estime que sa rencontre avec Donald Trump a été un succès. Et pendant que des Afrikaners sont accueillis aux États-Unis avec le statut de réfugiés, un groupe de migrants a été expulsé du pays en quelques heures seulement après avoir reçu l'avis d'expulsion. Un court délai qui, selon le juge, n'était pas suffisant. Le groupe devait être envoyé au Soudan du Sud, sauf que seulement l'un d'entre eux en est originaire. Les explications de Sophie Samaï. 8 hommes expulsés des États-Unis en quelques heures à peine. Direction le Soudan du Sud, un pays ravagé par la guerre civile. Une décision qui interroge. Seul l'un des hommes en étant originaire. Les autres sont de nationalité birmane, cubaine ou vietnamienne. Mais pour les autorités américaines, le choix du pays est totalement approprié. Aucun pays au monde ne voulait les accueillir car leurs crimes sont particulièrement monstrueux et barbares. Ces individus odieux terrorisent les rues américaines depuis trop longtemps. Outre le pays d'expulsion, c'est aussi la procédure expéditive qui crée l'indignation. Selon le juge fédéral Murphy, il s'agit d'une violation incontestable d'une décision de justice datant d'avril dernier, qui stipule que toute expulsion vers un pays tiers doit être précédée de la possibilité de demander une protection sur la base de la Convention des Nations Unies contre la torture. Le gouvernement refuse toujours d'assurer une procédure régulière à nos clients, ce qui signifie qu'il ne les informe pas du pays vers lequel ils sont expulsés avec un préavis approprié dans une langue qu'ils comprennent. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, quitte à ignorer les décisions judiciaires à ce sujet. En Centrafrique, le charbon de bois fabriqué de manière artisanale est devenu le gagne-pain de nombreux jeunes. Mais cette activité informelle contribue à la déforestation avec des conséquences environnementales. Le reportage de nos correspondants Cyril Jefferson Yapende et Jospin Bissi. Mbaka est entouré d'une forêt luxuriante, personne ne sait pour combien de temps. Dans ce village du nord de la Centrafrique, les jeunes coupent le bois, le carbonisent et le vendent pour survivre. Gédéon est charbonnier, il a appris le métier sur le tas. Nos conditions de vie sont difficiles. Grâce à la fabrication du charbon de bois, je subviens à mes besoins et ceux de ma famille. Sans cette activité, je ne sais pas ce que je deviendrai. Abandonner ce travail pourrait me pousser à voler. Ils sont nombreux à travers le pays à dépendre du charbon. Les conséquences de cette activité sont visibles. L'exploitation informelle échappe à tout contrôle. Les experts sont inquiets. Ce sont les ressources même
où le pays devait en profiter, qui est en train de disparaître. On peut transformer ces jeunes-là, au lieu de faire du charbon avec du bois, on peut faire du charbon écologique avec des déchets organiques. Il faut chercher à convertir ces jeunes-là pour ne pas entacher la biodiversité. L'État tente d'agir, mais sur le terrain, les moyens manquent encore et les jeunes attendent des actes concrets. Le gouvernement doit s'engager à créer de l'emploi pour aider les jeunes à subvenir à leurs besoins. Cela les encouragerait à cesser de couper le bois pour fabriquer du charbon. Le gouvernement tente de réguler l'exportation du charbon vers les pays voisins. Personne en Centrafrique ne peut se passer pour l'instant de cette ressource. Entre urgence écologique et détresse économique, Ngouaka est une parfaite illustration du dilemme national. On vous emmène maintenant dans le désert mauritanien à la rencontre des méharistes, une patrouille militaire ancestrale perchée sur des dromadaires. Leur mission, protéger, surveiller et maintenir le lien avec des populations nomades trop souvent oubliées. Ces sentinelles jouent un rôle central dans la stratégie sécuritaire de la Mauritanie. Des images commentées par Clémence Valère. Patrouille des soldats des sables en dromadaire à la frontière mauritanienne. Objectif, lutter contre les groupes djihadistes et servir de relais entre l'État et les populations bédouines. On fait des patrouilles, on cherche l'ennemi, on cherche les banditismes. Héritiers des unités créées sous la colonisation française, les méharistes étaient menacés de disparition il y a encore quelques années. Mais depuis 2019, les investissements des millions d'euros de l'Union européenne dans la région ont permis le maintien de ces unités pour lutter contre le terrorisme. Le nombre de cavaliers est passé de 50 à 150 hommes, avec un cheptel de 400 dromadaires. Ils jouent un rôle important dans la stratégie sécuritaire du pays, voisin du Mali, empêtré dans les violences djihadistes. Le groupement nomade est monté en puissance avec la menace terroriste. Il faut aussi surveiller ces populations nomades pour qu'ils ne basculent pas, pour qu'ils ne soient pas recrutés par les terroristes, comme le cas de certains pays, pour des besoins de renseignement, de ravitaillement et de recrutement. N'ayant pas subi d'attaque djihadiste depuis 2011, la Mauritanie se démarque de ses voisins sahéliens. Pour réussir son pari, Nouakchott s'est concentré sur plusieurs axes. Le renforcement de ses forces armées, la mobilisation d'imams dans le cadre d'un programme de déradicalisation et a aussi fait appel pour des projets de développement pour investir dans l'infrastructure du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.